Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors, vous êtes en train de vous connecter. J'ai pris quelques secondes pour essayer de désactiver la salle d'attente, mais j'ai l'impression que vous avez dû rencontrer cette salle d'attente avant de pouvoir vous arriver ici. Mais du coup, normalement, c'est bon, c'est désactivé. Donc, on va commencer. Donc, bienvenue à cet atelier qui va durer maximum 1 heure ce dimanche. Et ensuite, vous serez libérés pour écrire vos scènes ou continuer d'écrire votre roman ou aller vaquer à vos occupations. Donc, on va être court, succinct et surtout très efficace. Vous allez avoir le replay disponible, donc vous pouvez prendre des notes ou alors vous pouvez juste vous concentrer et vous prendrez des notes plus tard. Donc, alors, est-ce que vous m'entendez tous mal ou c'est juste toi, Lila? Dites-moi si vous arrivez à m'entendre. Je vais regarder le chat de mon côté. Ah, moi, je pense que c'est que toi, Lila. Donc, peut-être recharge la page. Si ça... Et puis, c'est normal. Si ça vous arrive au long de la session, n'hésitez pas à recharger la page. Ça va vous permettre d'enlever quelques problèmes qui pourraient y avoir avec le son. Voilà, donc on va commencer. Alors, aujourd'hui, c'est un sujet particulier parce que c'est un sujet dont on parle rarement, en fait. Mais je vous rassure, c'est pas quelque chose de totalement, c'est pas quelque chose de difficile à faire, c'est des choses que vous arrivez à faire souvent de manière inconsciente quand vous êtes en train d'écrire votre roman. Vous êtes habitué à le faire. Et justement, c'est le contraire qui est plutôt difficile et sur lequel il faut faire attention. Quand on dit au lieu de montrer, en général, ça nous arrive naturellement. Sauf que très souvent, quand on dit au lieu de montrer, ben en fait, c'est des endroits où on aurait mieux fait de montrer. Alors que les endroits où on ferait mieux de dire au lieu de montrer, bah cela, il nous échappe souvent. Et là, en fait, à la sortie de cette session, vous allez, excusez-moi, vous allez savoir, dans votre roman, et pour votre cas particulier, vous allez pouvoir choisir quels sont les moments où vous allez raconter et ceux où vous allez montrer. Alors, voilà, je continue d'admettre les personnes qui arrivent. Voilà, donc on commence. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nitam. J'accompagne des écrivains depuis plusieurs années. Là, c'est des exemples de romans qu'ils ont écrits. Donc, je les accompagne à travers plusieurs formats, dont des cours en ligne, certains de mes produits comme Arcania, ou sur Instagram en mettant plein de conseils, et surtout aussi sur ma newsletter qui s'appelle Le Parchemin. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas. Mais là, je vois qu'il y a beaucoup de têtes que je connais. Et coucou à tous les membres d'Arcania que je vois. Vous êtes bien motivés. Alors, du coup, on démarre. Vous voyez tous mon écran. Super. Moi, je vais me garder le chat sous les yeux. À tout moment, quand vous avez une question, notez-la sur le chat et à la fin de la session, je prendrai le temps de répondre à toutes ces questions. Voilà, donc déjà, petit rappel. Qu'est-ce qu'un roman? Un roman, imaginez que ce sont des scènes avec de la narration. Les scènes, ce sont des briques, comme dans un mur, les mêmes briques qu'un mur. Et tout ce qui vient coller les briques, bah, c'est ce qu'on appelle la narration. Bien sûr, c'est si vous demandez à un prof de français ou un prof de littérature, il va peut-être vous dire que la narration, la narration, c'est tout ce qui n'est pas un dialogue. C'est aussi une définition. Là, vraiment, je veux que vous visualisiez le mur de briques avec tout ce qui vient coller. Dès que je vais utiliser le mot narration, ça voudra dire que c'est tout ce qui se trouve autour d'une scène dans un roman. Petite précision, une scène, ça peut être bien sûr une scène de dialogue, mais c'est aussi une scène d'action, une scène un peu plus introspective. Et c'est pas parce que c'est une scène de dialogue qu'il y a uniquement des échanges verbaux. Il y a aussi de la description, il y a aussi de l'action dans des scènes de dialogue. Quand je vais parler d'une scène d'action, c'est juste que il y a beaucoup plus d'action dans cette scène que dans une scène de dialogue où il y aurait beaucoup plus de dialogue et moins d'action. Voilà, donc pour que ce soit un peu plus clair. Mais de toute façon, là, on va justement regarder tous les endroits où on ne doit pas écrire de scène. Mais c'était pour que ce soit clair dans votre esprit. Dites-vous bien que une scène, c'est l'endroit où on prend la caméra et on prend la tête du lecteur et on lui dit, regarde ici, c'est important. Et tout le reste, ça veut dire que ça ne veut pas dire que c'est pas important, ça veut juste dire que c'est beaucoup moins important qu'une scène. Voilà, donc comment on fait pour savoir à quel moment, quand on est là face à son ordinateur et qu'on visualise une scène ou quelque chose qui se passe dans notre histoire et on se met à écrire, comment on fait pour décider, OK, ce passage-là, je dois le raconter ou ce passage-là, je dois le montrer? Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que
C'est pas, il n'y a pas de problème avec montrer. Il n'y a pas de problème avec show don't tell. Ce qu'il faut, le problème vient du fait que on pense qu'il faut toujours montrer. Et c'est là qu'il y a un problème. Déjà, dites-vous que dès qu'on se sent obligé de faire quelque chose, alors que instinctivement ça nous vient pas à l'esprit de le faire, ça peut aussi être problématique. Mais tous les romans, et même les romans best-sellers, hein, tous, ils contiennent une alternance de scènes une alternance de narration. Mais surtout, cette alternance est maîtrisée et elle n'est pas faite au hasard. Pourquoi? Parce que raconter à certains endroits, ça va vraiment servir votre histoire. Alors que raconter à d'autres, ça peut complètement vous pénaliser et vous faire passer pour un grand amateur. Donc, montrer, c'est pas systématique, il faut juste vous souvenir que montrer, c'est un choix stratégique. Et vous, aujourd'hui, vous allez comprendre vraiment quand est-ce qu'on montre, quand est-ce qu'on raconte et surtout, quelle est notre grille de sélection. En avance, voilà. Alors déjà, on va juste finaliser sur la partie montrer, parce que la semaine prochaine, je ferai un atelier justement sur le contraire, sur show don't tell, montrer et pas dire. Aujourd'hui, on est vraiment dans le dire et ne pas montrer. Donc, je vous invite aussi à assister à l'atelier de la semaine prochaine qui aura lieu aussi pareil dimanche à 15 heures pour avoir les deux manières de voir et pour vraiment, lorsque vous écrivez, quand vous aurez décidé de montrer, bah, vous saurez exactement comment appliquer le montrer. Et quand vous aurez décidé de dire, vous saurez exactement comment dire. Les deux sont complémentaires et les deux seront en replay, bien sûr. Alors voilà. Donc, si vous montrez tout, si vous vous amusez à montrer tout, et ça, c'est une erreur que je vois beaucoup chez des personnes qui écrivent un roman, c'est que ils ont écouté ce conseil et du coup, ils se disent, il faut absolument que je montre tout ce que je dois écrire. Pas du tout. Quand vous montrez, vous ralentissez un peu la progression du lecteur. Pourquoi? Parce que quand on montre, on vient mettre des détails sensoriels, on vient mettre on vient vraiment mettre de la description, on veut vraiment jouer un peu une scène comme on la regarderait à la télé. Ça ralentit le rythme. Ça ralentit le rythme global. Un exemple. Si vous écrivez un roman qui se déroule sur une année entière, une année scolaire. Si vous devez raconter chacun des jours en le montrant, l'année va durer une infinité, pas seulement les quelques mois scolaires. Donc en fait, vous comprenez que si on se met dans un roman à montrer tout ce qu'on veut dire au lecteur, ben en fait, on rame un peu. On est trop lent dans certains endroits où qu'on aurait pu sauter. Et du coup, en plus d'être lent et de ralentir le rythme, vous allez tuer l'attention. Pourquoi? Parce que si on a le même nombre de détails et la même attention à chacun des éléments, que ce soit un déplacement ou une scène d'action, votre lecteur ne va plus savoir faire la différence entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Alors, juste une question. Quand on parle de rythme, c'est la longueur des scènes ou le nombre. Non, non. Quand je parle de rythme, c'est vraiment dans votre histoire globale. Est-ce que votre personnage arrive rapidement à l'endroit où il veut arriver? Est-ce que votre personnage arrive à trouver la carte pour trouver le trésor? Imaginez que l'objectif de votre personnage, c'est de trouver un trésor. Et il doit d'abord trouver une carte et ensuite il doit trouver un bateau. Imaginez que pour trouver la carte, vous racontiez toutes les étapes, chacun des chemins, les 10 personnes à qui il parle sans avoir, enfin, les 10 personnes qu'il rencontre pour leur demander où se trouve la carte et qu'il l'emmène vers le chemin final, l'endroit final où il peut trouver la carte. Imaginez que vous racontiez les 10 rencontres. Ben là, vous ralentissez le rythme. Parce qu'en fait, vous ralentissez le moment où il va atteindre son petit objectif qui va lui permettre d'aller atteindre l'objectif suivant, puis l'objectif suivant. Par exemple, juste pour, euh, pour, euh, pour vous montrer, quand on raconte 10 fois la même chose, en fait, on montre la première fois et on raconte les 9 autres fois. Ça, c'est une règle que vous allez avoir à la fin de cette session. Mais déjà, avec cet exemple-là, c'était facile de se dire, OK, la première fois où il rencontre quelqu'un, c'est OK, mais les 9 autres fois, c'est pas OK. Parce que là, vous ralentissez le rythme. Voilà, dis-moi si j'ai répondu à ta question, Lila. Ensuite, non, alors j'avais pas fini avec ça. Quand on montre trop, pareil, l'impact diminue et surtout le lecteur se fatigue. En général, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'abandonner un livre en cours de route et de ne jamais le finir? Dites-moi à quel moment du livre ça vous est arrivé.
Quand ça décrit trop, voilà, donc quand on décrit, on montre carrément. Mais du coup, quand on montre, alors qu'on aurait pu sauter, ça s'ennuie. On décroche souvent d'un livre vers le milieu ou un peu avant le milieu. Rarement au début et rarement à la fin. Oui, voilà, moitié du livre. Pourquoi? Parce que c'est souvent vers l'acte 2, vers ce passage-là du livre, où en fait on a fini toutes les premières fois de votre personnage et on commence à raconter la deuxième fois qu'il fait le même truc. Par exemple, si votre personnage intègre une académie militaire et que c'est le premier cours sur un certain sujet et que c'est intéressant, là le lecteur, bah, c'est de la nouveauté, il sait pas ce qui se passe, il connaît pas ce cours, donc il y assiste. Mais toutes les fois où il va assister à ce cours-là, il va s'ennuyer, sauf si vous allez ingérer du conflit dans ces autres scènes. Mais si c'est juste suivre le cours à chaque fois, le même cours, même si c'est un chapitre différent que le prof expose, là, c'est de la redondance. Et là, ça ennuie le lecteur. Et souvent, ça arrive dans l'acte 2 d'un roman. Entre les 40 et entre 40 et 70% du roman, c'est souvent là qu'on lâche le roman. Et pourquoi? Parce que c'est souvent là que l'auteur, sans faire exprès, se met à montrer des choses qu'il aurait pu sauter et raconter. Donc je vois ce que vous dites là dans le chat. Oui, ça se tient, oui. Ça se tient. Et quand vous dites qu'il y avait trop de détails dans une scène et ça nous ennuie, le problème ne vient pas du fait qu'il y ait trop de détails. C'est juste que ça fait trop de fois qu'il y a trop de détails. Et là, ça commence, ça à nous ennuyer. Alors, du coup, on retourne là-dessus. Imaginez que vous racontiez un roman. Et dans ce roman, peut-être que c'est un roman d'action. Et du coup, votre personnage doit se rendre à l'aéroport. Et du coup, vous êtes en train d'écrire là, en tant qu'auteur, il fit sa valise, il descendit l'escalier, il prit le taxi, le chauffeur alluma la radio. Est-ce que c'est intéressant? Non, parce que c'est juste de la description qui mène nulle part. C'est un trajet. Vous auriez pu le sauter. Vous auriez pu dire, quand il arriva en Colombie, il fut frappé par la chaleur. C'est bon, vous avez sauté dans la phrase quand il arriva en Colombie, ça intègre le taxi. Enfin, ça intègre le je fais ma valise, je prends le taxi, je suis à l'aéroport, je monte dans l'avion et je descends de l'avion, je passe la douane, je sors de l'aéroport et je veux prendre un autre taxi. Tout ça, si c'est pas intéressant de le raconter, condensez-le en une phrase. Pardon, si c'est pas intéressant de le montrer, vous pouvez le condenser en une phrase qui le raconte. Quand il arriva en Colombie. Voilà. Et là, vous n'allez pas perdre votre lecteur. Attention, je ne suis pas en train de dire que les trajets, c'est pas intéressant de les raconter. Ce n'est pas intéressant de raconter un trajet s'il n'y a rien qui s'y passe. Et quand je dis s'il n'y a rien qui s'y passe, ça veut dire dans votre tête égal s'il n'y a pas de conflit. S'il n'y a pas de conflit, ça sert à rien de le montrer. Alors voilà. Aussi, deuxième règle. Bien sûr, on va voir les règles en détail juste après. Mais là, c'est vraiment pour que vous ayez une idée de tout ce qu'on va voir. Si dans votre scène, il n'y a rien qui change, bah, c'est pas une scène. Et du coup, peut-être que vous avez fait l'effort de montrer, de faire le travail de montrer dans un bout de texte de votre histoire et que pour vous, c'est une scène. Mais s'il n'y a pas d'évolution, s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas de transformation, s'il n'y a pas eu de conflit, alors ça servait à rien d'écrire cette scène. Et on va voir là avec des exemples précis comment on fait, justement. Alors, on peut cliquer là. Super, voilà. Donc la règle centrale, il faut montrer ce qui transforme. Tout ce qui va transformer votre personnage principal ou les autres personnages principaux, tout ce qui va donner une autre tournure au conflit, tout ce qui va faire en sorte que votre personnage va avancer vers l'atteinte d'un objectif ou reculer ou échouer, tout ce qui va transformer une situation. Tout ça, vous pouvez le montrer. Et tout le reste, vous pouvez le raconter. Enfin, quand je dis tout le reste, c'est tout ce qui va relier ces éléments importants où votre personnage va avancer, évoluer dans sa transformation. Posez-vous deux questions. C'est deux questions que je donne aux personnes que j'accompagne parce que je trouve elles arrivent à vous-même vous faire répondre aux questions en fait. Parce il y a pas vraiment de règle absolue. C'est surtout des questions absolues qu'il faut vous poser. Et en fonction de votre histoire, de votre typologie d'histoire, du stade où vous êtes, est-ce que c'est votre premier roman, est-ce que c'est votre cinquième roman, la réponse à
question va vous donner OK, la réponse à OK, je vais montrer, je vais dire. Et en fonction de votre niveau d'expérience en tant qu'écrivain, vous allez pouvoir jouer avec les règles. Mais au début, quand vous êtes encore au début, essayez d'appliquer systématiquement ces règles-là. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses à apprendre quand on écrit un roman pour la première fois qu'il vaut mieux éviter de chercher l'originalité avec des règles qui fonctionnent. Faites déjà toutes les règles qui fonctionnent, c'est déjà un exploit. Et une fois que vous arrivez à mettre en place toutes les règles qui fonctionnent, à écrire un roman qui a de l'impact, qui est cohérent, qui sert votre propos, bah là, ça peut commencer. Là, vous pouvez jouer avec le style, à commencer à montrer ou raconter des choses en jouant un peu avec les techniques. Mais au début, faites vraiment ce qui fonctionne. Et pour savoir ce qui fonctionne, posez-vous la question. Donc, sur le bout d'histoire que vous avez envie de raconter, est-ce que ça change l'histoire? Est-ce que ça transforme le personnage? Est-ce que ça change l'histoire? Est-ce que ça fait avancer mon intrigue? Si la réponse est oui, alors il faut le montrer. Si la réponse est non, alors dites-le, résumez-le. Et ne vous embêtez pas à écrire une scène complète. Et très très souvent, hein, c'est beaucoup plus facile de dire que de raconter. Et souvent, vous avez le problème inverse. Moi, c'est ce que je remarque très souvent. Le problème inverse, c'est que souvent, vous dites plein de choses qu'il faut transformer plutôt en scène et les montrer. Oui, c'est vrai, Laure, c'est déjà compliqué d'appliquer les règles de base des fois. Alors, du coup, je vais vous montrer là, pour vous faciliter la vie, 5 cas dans lesquels il vaut mieux raconter et ne pas montrer. Et comme ça, vous, dans votre histoire, peu importe le genre d'histoire que vous racontez, quand vous êtes dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une petite lumière qui s'allume ou une petite alarme dans votre tête et vous vous dites, OK, là, si je me lance, si je me lance dans l'écriture pour montrer cette scène, enfin pour écrire une scène et montrer ce que je veux dire là, bah, c'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être que je peux me contenter de le raconter. Alors du coup, c'est toutes les transitions temporelles. Quand les transitions temporelles ne sont pas importantes, ne les montrez pas. Par exemple, vous avez un couple qui se dispute, vous écrivez la scène, parce que comme vous écrivez une romance, bah, du coup, la scène avec le couple qui se dispute, bah, il faut qu'elle soit en scène. Alors que si vous écrivez un roman policier, bah, peut-être que la romance, c'est un arc qui est secondaire. Et peut-être que, comme c'est un arc secondaire, vous allez survoler ce passage et vous allez juste le raconter. Ou alors, un des personnages qui est dans le couple va raconter à son ami enquêteur du roman policier pour lui dire qu'il s'est disputé avec sa compagne. Alors que si vous écrivez une romance, non, non, il faut vraiment la scène de la dispute, parce que c'est une romance. Vous voyez ou pas la différence entre les genres? C'est une différence entre les genres, c'est aussi une différence entre l'importance des intrigues. Tout, tout ce qui touche à votre intrigue principale, en général, c'est ce qui contient le plus de scènes. Et vos arcs, moins ils sont importants, et plus vous pouvez vous permettre de les raconter. Ça peut aussi vous aider. Voilà. Et et une même histoire ou une même scène, par exemple un couple qui se dispute, en fonction du genre du roman, bah du coup, vous avez plus intérêt à l'écrire en scène. Parce que, et là c'était l'exemple de la romance. Voilà, donc quand vous avez une transition temporelle, en général, sauf si bien sûr vous racontez justement cette transition et que c'est le but de votre histoire, mais en général, vous racontez une suite d'événements. Tout ce qui vient entre ces événements-là, vaut mieux le raconter et pas le montrer. Euh, et comment on décide? Bah, du coup, est-ce que le temps qui passe là, cette transition temporelle de temps, est-ce que elle est importante ou pas? Est-ce qu'elle est décisive? Par exemple, si vous racontez un roman qui se passe avec les personnages principaux sont des lycéens et et je sais pas, vous racontez une histoire où ces lycéens en fait ils se challengent et à la fin de l'année, ceux qui ne réussissent pas vont mourir. Il y a un manga c'est l'histoire d'un manga. Euh, et, euh, mais du coup, ce qu'ils font et ce qu'ils s'entraînent, imaginons qu'ils aient 5 jours d'école et 2 jours où en fait ils sont pas à l'école, ils sont en famille. Souvent, vous allez
sauter les périodes où ils sont en famille pour certains personnages. Parce que tout ce qui touche à l'intrigue, ça se passe en semaine. Et du coup, bah, entre vendredi et lundi, bah, c'est un peu une transition temporelle. Bah, peut-être que la dernière scène, c'était... Oui, voilà, c'est ça, Assassination Classroom. Céline, c'est bien ça, je crois. C'est avec un personnage jaune ou alors il a des tentacules, je sais plus. Et, et du coup, une des scènes, ça peut être le vendredi. La scène où vous avez un personnage principal qui échoue et qui se dit, oh là là, je vais mourir si je m'améliore pas dans cette matière. Et hop, la scène d'après, bah, ça peut être le lundi. Parce que le lundi, il décide d'aller s'inscrire ou de demander à un autre élève de l'aider en cours particulier. Et là, vous avez fait une transition temporelle entre deux scènes. Et je vous rassure, le lecteur ne va pas se dire, ah, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé le samedi ou le dimanche? Bah, s'il n'y a rien qui s'est passé de décisif, bah là, vous pouvez faire une transition temporelle. Et vous pouvez dire. Et comment on fait? Bah, il suffit de terminer la scène du vendredi et on commence la scène du lundi. Et juste avant, on met elle avait passé tout le week-end à s'inquiéter. Mais ce matin, quand l'alarme avait sonné, elle prit sa décision. Et là, on la voit entrer dans le bureau de l'administration. Et là, elle commence avec une phrase, bonjour, j'aimerais m'inscrire à ce nouveau cours ou je sais pas quoi. Vous voyez? Là, vous avez mis un peu de narration. Et c'est OK. Vous avez fait une transition temporelle. Après, au contraire, hein, il y a des romans avec des pareils des lycéens, mais ce qui importe, c'est un peu les relations entre les lycéens et c'est les fêtes qu'ils organisent le week-end. Et du coup, c'est les couples qui se créent peut-être dans les week-ends. Là, je viens de citer, je pense, toutes les séries américaines qui se passent au lycée. Il y a toujours des événements qui se passent le week-end et c'est des événements décisifs parce qu'ils vont impacter les relations entre les personnages principaux. Et si dans votre livre, dans votre roman, les relations sont importantes, alors oui, ce qui se passe le week-end, c'est important. Et donc, il y aura peut-être des scènes aussi dans le week-end. Est-ce que ça fait sens, ce que je vous dis là? J'essaye délibérément de prendre des exemples un peu qu'on voit. Ça fonctionne pour les romans, mais ça fonctionne aussi pour les séries et pour les films. On saute ces moments-là. Super. Voilà. Et là, à chaque fois, je vous ai mis des phrases qui peuvent vous aider vraiment quand on veut montrer. Voilà. 3 semaines passèrent sans nouvelles. Ça va aussi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise durée qu'on peut sauter. Ça peut être un week-end, mais ça peut être très bien quelques jours, ça peut être plusieurs mois. 3 semaines passèrent sans nouvelles. Imaginez que vous deviez montrer 3 semaines à coup de je regarde mon téléphone, j'ai pas de message, j'ouvre la boîte aux lettres, j'ai pas de lettres, je regarde mes mails, et pendant 3 semaines. Mais votre lecteur va abandonner votre livre. Du coup, voilà. Ça, c'était le cas numéro 1. Vous pouvez montrer en faisant des transitions temporelles. C'est aussi ce qu'on appelle des ellipses. On saute des passages du temps, comme ça, et on considère que c'est OK de reprendre une scène 3 semaines après ou 3 mois après. Tant qu'on le dit au lecteur avec une petite phrase comme 3 mois passèrent sans nouvelles. Voilà. Ensuite, ça, c'est les déplacements. Il faut faire attention avec les trajets. Parce que si vous avez des événements qui se déroulent à des endroits différents, que ce soit dans la même ville, dans le même immeuble, que ce soit dans le même pays ou alors dans un pays ou un autre, les trajets, faites attention. Ne vous sentez pas obligé de montrer les trajets pour que votre livre soit cohérent. Votre livre peut très bien être cohérent même si vous sautez tous les trajets. Si vous commencez à montrer un trajet, vous êtes en train de dire au lecteur, attention, il y a quelque chose d'important qui va se passer dans ce trajet. Alors, important, ça ne veut pas dire grandiose, hein. Important, c'est intrinsèquement lié à l'intrigue. Si c'est une romance, bah, le premier message est important. Si on est dans un roman où il se passe une guerre, un message sur un téléphone, c'est pas vraiment important. Bon, sauf si le personnage qui le reçoit, c'est un militaire et il reçoit par message le commandement de commencer. Bon, même si c'est pas du tout crédible, mais voilà, vous voyez un peu comment une même action peut être plus ou moins importante en fonction du genre et en fonction de votre intrigue et de vos arcs. Voilà. Donc, votre trajet, s'il n'y a rien qui se passe, si c'est pas important, s'il n'y a pas de rencontre entre certains personnages, s'il n'y a pas, à travers la description du paysage dans le train, votre personnage vraiment qui vient de résoudre un truc dans sa tête et il décide de s'arrêter du train, d'écourter son séjour, s'il n'y a pas un truc qui se passe comme celui-ci,
Ça sert à rien de raconter le trajet. Et vous êtes autorisé vraiment à sauter le trajet. Par exemple, vous dites, bah, le lendemain, ils arrivèrent à Lyon. Ils arrivèrent épuisés après 3 jours de voyage. Ça suffit. Vous avez sauté 3 jours ennuyeux. Ensuite, euh, dans votre trajet, c'est intéressant, vous pouvez vous le noter, et c'est pas exhaustif, hein. Mais là, je vous ai mis des éléments déjà qui reviennent souvent. S'il y a un conflit, s'il y a un danger, s'il y a une révélation, une révélation, ça peut être deux personnages qui discutent et il y a la révélation qui vient, ou alors juste un personnage qui est tout seul dans le trajet et vraiment là, il y a une ampoule qui s'ouvre dans sa tête et il comprend peut-être la réaction d'un autre personnage ou il comprend les actions d'un autre personnage. Voilà, donc ça, c'est les déplacements. Ensuite, ce que vous pouvez sauter. Ah oui, donc avant de préciser le cas numéro 3, je vais voir les questions. Oui, on peut mettre, si vous avez un indice caché dans le trajet, bah là, ça devient important parce que pour voir l'indice, bah, vous allez devoir mettre de la description. Et du coup, il faut que l'indice soit important. Et il suffit pas de décrire l'indice. Il faut, une fois que vous avez décrit l'indice, il faut le personnage qui en conclut quelque chose. Et de cette conclusion va découler une décision chez le personnage. Et ça rentre dans une scène. Donc oui, si vous avez ça dans un trajet, alors oui, il faut montrer le trajet et en faire une scène. Ensuite, euh, si le trajet permet une meilleure compréhension de l'état d'esprit du protagoniste et de ce qu'il ressent, permet de faire monter l'angle. Oui, 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 ça peut être important. Par exemple, le bout de trajet juste avant un rendez-vous crucial qui peut tout changer chez le lecteur. Oui, là, c'est important parce que vous allez pouvoir montrer et révéler au lecteur l'état d'esprit dans lequel le personnage se trouve juste avant de rentrer dans le rendez-vous ou de parler dans le dialogue que vous allez lui faire dire ou parce que vous voulez montrer que euh, il va arriver en retard ou il n'aura pas assez de temps et vous allez montrer vraiment qu'il a tout donné dans le trajet mais qu'il arrive quand même en retard. Là, ça peut être intéressant. Exactement, Lila, c'est ça. Là, ça rentre dans la catégorie conflit intérieur. Voilà. Top, top, top. Voilà, donc maintenant, le cas numéro 3. Les routines. Les routines, les routines, les routines. Les actions qui se répètent. Dès que vous répétez une action, vous pouvez vous autoriser à la raconter. Par exemple, vous écrivez une romance. Je parle beaucoup de romance, mais c'est parce que là, j'ai aidé une personne que j'accompagnais et c'est le cas, ce qu'elle écrivait, c'était une romance. Donc c'est pour ça que j'ai tous ces exemples qui me viennent en tête. Vous êtes en train d'écrire une romance. Au début, le roman commence, on a deux personnages. Il y en a un qui aime bien l'autre, qui a l'air de bien aimer l'autre. Parce que si on écrit bien la romance, bah, c'est pas clair dès le début du côté du lecteur que les deux vont finir ensemble. Il faut installer le doute parce que la question centrale du roman dans une romance, c'est est-ce qu'ils vont réussir à être ensemble? Sauf si bien sûr vous commencez avec un couple qui est ensemble et du coup la question c'est est-ce qu'ils vont continuer à être ensemble ou est-ce qu'ils vont se séparer? Enfin peu importe. Là en l'occurrence c'était un couple et enfin deux personnages et on se demande en tant que lecteur est-ce qu'ils vont finir par être ensemble? Euh, mais du coup le premier dialogue. C'est OK de l'écrire. Bien sûr qu'il faut l'écrire. Le deuxième, le troisième. Mais si après, vous voulez dire que, ils parlent pendant plusieurs semaines et qu'ils apprennent à se connaître, est-ce que vous allez écrire tous les dialogues? À moins que il y ait vraiment du conflit dans chacun des dialogues. Le conflit, ça ne veut pas dire que les deux personnages se disputent. Ça veut juste dire que peut-être qu'il y en a un qui essaye d'en apprendre un peu plus sur l'autre, mais que l'autre personnage en face est un peu est trop timide ou alors il veut pas parler de lui ou il cache des choses. Ça, c'est aussi un conflit. À moins que dans chacun de ces dialogues, vous arriviez à créer un conflit, et bien sûr, il ne faut pas qu'à chaque fois ce soit le même conflit, bah là, vous n'êtes pas obligé, et il faut surtout pas, et c'est même contre-productif, de raconter tout leur dialogue. Pareil, si c'est pareil, voilà, exactement. Si c'est intéressant, mais sinon, ça va être long pour le lecteur. C'est pas parce que vous visualisez le couple et que vous êtes encore au début de la relation dans votre tête. Pour le lecteur, ça fait 5 fois qu'il dialogue en 3 jours. Vous voyez? Et là, c'est trop. Euh, Attention, trop, c'est pas 5, c'est pas trop parce que enfin, c'est pas trop de manière absolue, c'est trop de manière relative. Est-ce qu'ils font que parler ou est-ce qu'entre-temps, il y a des vampires, il y a des attaques, il y en a un qui va peut-être mourir parce qu'il y a une malédiction. Voilà. Donc là, vous pouvez mettre un dialogue, quelque chose qui se passe de grave, un autre dialogue, voilà. Mais si c'est juste des dialogues qui s'enchaînent,
tous les jours, ils vont à l'école, ils se rencontrent et ils discutent, bah, va falloir trouver des choses intéressantes à raconter. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, dès que ça devient une routine, raconter. Au lieu d'ennuyer les lecteurs avec 7 fois le même dialogue, enfin, sept dialogues différents avec les deux mêmes personnages, mais où il n'y a pas vraiment de conflit, bah, vous pouvez dire, ils passèrent les semaines suivantes à discuter, matin, midi et soir, sur le chemin de l'école, en attendant que le cours commence, au téléphone. Elle finit par croire que elle le connaissait depuis toujours. Voilà. Vous avez raconté, vous avez survolé cette routine, et là, on a un nouvel état du côté du personnage, et là, vous pouvez enchaîner avec une autre scène. Autrement, si vous racontez, pardon, si vous montrez chacune de ces scènes de dialogue, ça va être un peu ennuyant pour le lecteur. Pareil, le premier bisou, vous le mettez en scène. Le deuxième, peut-être, si vous voulez. Le septième, le lecteur va en avoir marre. Et bien avant le septième, je vous le garantis. Voilà, donc un exemple. Chaque soir, elle vérifiait la serrure. Imaginez que vous deviez raconter une scène où elle vérifie la serrure, mais 5 fois la même scène, pour montrer que tous les soirs, c'était son habitude, vu qu'elle habitait dans une zone dangereuse, elle faisait l'effort de vérifier sa serrure. Non, il suffit de le dire. Euh, Vous pouvez montrer cette action seulement quand ça sort de la routine, quand il y a quelque chose de différent qui est arrivé. Elle vérifie la serrure et là, oh, la serrure, pardon, est fracturée. Je sais pas si ça se fracture une serrure, mais si ça se casse, mais en tout cas, voilà. Elle vérifie la serrure et là, la serrure est dans un état anormal. Là, c'est le moment où vous montrez. Autrement, s'il n'y a rien qui se passe, s'il n'y a pas de conflit, si la serrure est toujours en bon état et est toujours bien fermée, ça sert à rien. Vous pouvez le dire plutôt que de le montrer. Voilà. Ah oui, bien sûr, là, si la serrure est cassée, s'il y a quelqu'un derrière la porte, si sa clé ne rentre plus dans la même serrure, quelqu'un a changé la serrure, si la couleur de sa porte a changé, si il y a quelqu'un devant la porte, enfin voilà, vous imaginez tout ça. Ça, c'est le troisième cas. Donc rappelez-vous, cas numéro un, c'est quand on saute des moments parce qu'il n'y a rien d'intéressant qui s'est passé. On saute un week-end, on saute des jours, des semaines. Le deuxième, c'est les trajets. Donc le premier, c'est temporel, le deuxième, c'est spatial. Là, le troisième, c'est la routine. Quand c'est de la routine, vous pouvez sauter. Bien sûr, vous sautez pas la première fois que ça arrive, parce que la première fois, c'est pas encore de la routine. La deuxième, on comprend qu'il y a un pattern et que ça commence à être une routine. La troisième, vous sautez. Bien sûr, hein, tous mes conseils ne sont pas absolus. À vous de voir dans votre roman si c'est intéressant ou pas. Alors, le quatrième cas, donc, c'est les informations à faible tension. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire faible tension? Enfin, comment vous, là, quand vous, quand vous lisez ça et que vous pensez à votre roman actuel, est-ce que vous arrivez à identifier des informations à faible tension? Oui, un peu la réponse une réponse sur les slides. Pas toujours. Bah, du coup, Talila, est-ce que tu as un exemple d'une information dans ton histoire et tu te demandes si c'est de la faible tension ou pas? Oui, voilà, Sophie, c'est ça. Par exemple, votre personnage a les cheveux blonds. Est-ce que ça sert à quelque chose? Dans un roman d'action, pas trop. Dans une romance, peut-être. Parce qu'en fait, il y a d'autres personnes. La personne qui va passer son temps à regarder l'être aimé, bah, va voir la chevelure et elle va lui attribuer plein de critères au-delà de la couleur. Ça peut être intéressant. Voilà. Avec que son corps au point où tout est important pour moi. C'est normal, Lila. Au début, quand on commence une histoire, bah, on a du mal à donner une hiérarchie entre tous les éléments qu'on a dans notre tête. Mais dès que cette hiérarchie est claire, c'est très facile, ça devient très facile, pardon, une fois qu'on a tranché. Ça, c'est important, ça l'est un peu moins, ça, c'est l'intrigue principale, ça, c'est des arcs qui peuvent être secondaires. Une fois qu'on a clarifié tout ça, ça devient beaucoup plus facile et très instinctif de se dire, non, mais ça, c'est pas important. Ah, ça, c'est important parce que ça impacte directement l'intrigue. Donc voilà, les informations à faible tension, bah, par exemple, dans un roman policier, bah,
Les informations à forte tension, bah, c'est tous les indices, tous les éléments qui font que l'enquêteur va pouvoir résoudre l'énigme ou alors il va pouvoir vraiment être perdu parce qu'il y a des informations qui vont le perdre. Une information à faible tension, ce serait, bah, du coup, ce serait le bruit que fait le métro qui l'emmène sur le lieu du crime. C'est pas très intéressant. Bon, cet exemple était facile parce que dans beaucoup de romans, ce son-là ne est forcément pas intéressant. Sauf si, sauf si vous avez quelqu'un qui attend le train et qui sait que dès qu'il y aura cette sonnette, il risque de, si une autre personne ne se présente pas sur le quai, une autre personne qui est censée le rejoindre, bah, cette autre personne, si elle n'arrive pas à temps, alors elle va rater le train. Et le train doit être important. Voilà. Du coup, alors non, Lila, faible tension, c'est pas détail facultatif. Parce que s'ils sont facultatifs, ça veut dire qu'on peut les enlever. Mais par contre, il faut les avoir, mais c'est pas très important. Tout ce qui, par exemple, c'est tout ce qui touche un peu votre personnage. Votre personnage, vous le visualisez, il a une certaine description, mais c'est toutes les, en fait, les informations qui ne n'impactent pas la manière dont votre personnage va résoudre l'intrigue ou va avancer dans l'histoire. Mais c'est des informations dont vous avez besoin pour que le lecteur le, puisse visualiser votre personnage. Par exemple, vous avez un personnage homme. Si ses cheveux sont bruns, ou s'ils sont roux, ou s'ils sont blonds, et que vous racontez l'histoire d'un chevalier, bah, sa couleur de cheveux, on s'en fiche un peu. Vous le mettez quand même, parce que peut-être qu'à un moment donné, il y a, il y a quelqu'un qui cherche ce chevalier et qui arrive à un champ de bataille. Et du coup, il cherche la couleur de cheveux. Ou alors, il pense qu'il y a un chevalier qui est étendu et c'est son ami. Et en fait, il se rend compte qu'il a les cheveux roux. Et en fait, ça, il se dit, ouf, non, parce que mon ami a les cheveux blonds. Et du coup, voilà. C'est une très faible tension, mais ça a servi à un point dans votre histoire. Voilà, voilà. Alors, Sophie, oui, tout détail doit avoir sa place dans l'intrigue. Dans l'intrigue principale. Dans l'intrigue principale, tous les détails que vous choisissez d'écrire doivent être important. Mais, par exemple, vous racontez une description. Vous voulez raconter la description d'une pièce. Si vous commencez à détailler tous les objets de la pièce, vous n'allez pas vous en sortir. Par contre, vous pouvez faire un gros détail en disant l'étagère était encombrée de bibelots. Vous n'allez pas détailler chacun des bibelots. Sauf si votre personnage cherche un bibelot spécifique qui a une certaine forme, et du coup là, vous allez vous détailler un peu plus. Et du coup, là, les détails deviennent importants. Mais si votre personnage fait juste, enfin, pardon, traverse juste cette pièce pour aller ailleurs, ou juste il traverse la pièce ou il rentre dans la pièce pour ouvrir la fenêtre et, et voir qui est-ce qui crie à l'extérieur, il faut surtout pas s'encombrer de tous ces détails. Vous pouvez juste dire, il entra dans une pièce peu éclairée et très encombrée, remplie euh, dont le mur supportait diverses étagères remplies de livres et de bibelots. Et voilà, c'est tout. Et après, il ouvre la fenêtre et on regarde et on s'intéresse à ce qui se passe en extérieur. Donc les détails, faut voir s'ils sont importants ou non. Mais, mais quand vous faites de la description, et il y a un niveau minimum de description à avoir pour que le lecteur sache ce qui se passe, connaisse les décors, bah là, c'est des détails qui sont pas forcément utiles à l'intrigue, mais dont vous avez besoin pour installer le décor. Voilà. Mais ça, c'est quand vous écrivez une scène. On en parlera beaucoup plus la semaine prochaine. Mais du coup, quand vous racontez, bien sûr que vous sautez les détails. Parce que si les détails non importants, un détail important, bah, il sera souvent présent dans une scène. Voilà, donc les informations à faible tension, c'est par exemple, ça concerne le personnage aussi bien sa description physique ou certains de ses traits de caractère, mais c'est aussi son passé. Dans son passé, ce qui va être intéressant à mentionner dans le passé d'un personnage, c'est tout ce qui vient et qui impacte ses actions dans le présent, qui impacte ses choix.
tout ce qui n'impacte pas ses choix et qui sont plutôt votre personnage est allé à l'école. Ok, bon, est-ce que c'est intéressant? Non. Est-ce que c'est différent? Non. Sauf si vous écrivez un roman qui se passe au Moyen Âge en France et que votre personnage, c'est un enfant lambda pas noble et il est allé à l'école. Bah du coup, ah, ce personnage devient intéressant parce qu'il est différent des autres personnages qui lui ressemblent. Vous voyez? Mais si votre personnage, c'est en 2025, cette information, elle sert à rien. Ce serait le contraire qui serait étonnant et peut-être utile à raconter dans votre histoire. Vous voyez? Là, pareil, il a grandi dans une famille stricte. Si on est dans les années 30, c'est normal. Si on est dans les années 2025, ça peut aussi être normal, mais beaucoup moins. Donc le lecteur va se demander, ah, pourquoi est-ce qu'elle raconte ça? Pourquoi est-ce qu'elle précise que la famille était stricte? Il va s'attendre à ce qu'il y ait des conséquences sur le comportement du personnage. Et donc, si ce détail a vraiment des conséquences sur le comportement de votre personnage actuel, alors c'est intéressant de le mentionner. Autrement, bah, le lecteur va se dire, mais pourquoi est-ce qu'elle m'a dit ça? Ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous écrivez quelque chose, dès que vous écrivez quelque chose, et surtout quand vous le montrez, vous signez un espèce de contrat avec le lecteur. Vous allumez un truc dans son esprit où il se dit, ah, elle me parle de ça avec autant de détails, ça doit être important. Et si vous avez le malheur de le faire pour quelque chose qui n'est pas vraiment importante, bah, le lecteur va continuer de chercher et à la fin, il va se dire, mais pourquoi est-ce qu'elle m'avait parlé de ça? Et ça arrive aussi souvent que vous parlez de choses que vous montrez et que vous remplissez dans vos scènes des détails qui ne sont pas utiles dans votre intrigue. Voilà. Donc c'est pour ça que, pour éviter tout ça, montrez-le. Les informations à faible tension, pardon, racontez-le. Racontez-les. Voilà. Il avait grandi dans une famille stricte. Ok. Vous n'avez pas besoin de la scène où, parce qu'il a mis ses coudes sur la table, il a été privé de déjeuner avec sa famille. Pas besoin d'écrire cette scène, sauf si vous voulez montrer que c'est un trauma qui a été créé chez le personnage et qu'aujourd'hui, il est super strict avec ses enfants et qu'il fait ça alors que c'est pas du tout normal. Vous voyez? Voilà. On montre le passé uniquement s'il agit sur l'instant. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était les informations à faible tension. Donc, cas numéro un, on revient. Les transitions temporelles. Cas numéro 2, les déplacements logistiques. 3, les routines. 4, les informations à faible tension. Quand vous êtes dans ces 4 cas de figure, vous avez beaucoup plus de chances d'améliorer la qualité de votre roman en montrant plutôt que, pardon, en disant les choses, en résumant plutôt qu'en les montrant. Voilà. La règle centrale. Non, pardon, ça c'était le cas numéro 5. Ah oui, je me suis gourée dans ma diapo. Ça, c'est le cas numéro 5 où vous pouvez dire plutôt que de montrer et où c'est intéressant. Et ça, c'est un cas un peu plus pour un niveau avancé. C'est quand vous savez que vous allez montrer un personnage dans une certaine émotion et vous voulez teaser un peu le lecteur. Et en début, vous dites l'émotion dans laquelle il est. Comme si en fait vous essayez de créer une espèce de prophétie. Quand vous dites il eut honte et qu'ensuite vous passez à autre chose, mais que vous revenez ensuite à la scène où il a eu honte, là, c'est comme si vous mettiez un mini teasing. Et ça, ça sert quand l'émotion dans laquelle le personnage est, ce n'est pas une émotion habituelle. Vous avez imaginé que depuis le début de votre roman, vous avez un personnage qui est extrêmement calme. Et vous le montrez dans diverses situations, euh, dans sa vie normale, en situation de danger, en situation de conflit. Et vous voyez qu'il est très calme. Il répond toujours calmement. Et beaucoup plus tard dans le récit, vous commencez une phrase et vous dites, il était tellement en colère ce jour-là qu'est-ce qu'il a fait alors qu'il était en colère? Il était tellement en colère ce jour-là qu'il renversa son ordinateur devant tous ses collègues, son bureau
devant tous ses collègues. Et ça, c'est de la narration. Et qu'est-ce qu'on vous dit sur les émotions? Il faut montrer les émotions. On ne dit pas il était en colère, on montre c'est quoi la colère. Sauf dans ce cas-là, c'est pour ça que je dis que c'est un niveau un peu plus avancé. Vous nommez l'émotion du personnage, mais comme vous avez passé des chapitres et des chapitres à montrer que c'est une émotion dans laquelle il n'est pas du tout à l'aise et justement il est connu pour le contraire de cette émotion, bah là, le lecteur, à aucun moment, il va lâcher votre livre tant que vous n'avez pas amené la scène qui va montrer cette colère. Et que là où vous allez devoir montrer l'émotion. Et en fait, ce bout de narration, il vient teaser, comment dire? Je sais plus comment on dit teaser en français. Il vient mettre du suspense. Non, pas augmenter l'intensité, parce qu'augmenter l'intensité, c'est vraiment autre chose. C'est titiller la curiosité, oui. Ah, encore plus, voilà. Mettre un peu plus de suspense, ou vraiment ouvrir une question un peu inattendue dans l'esprit du lecteur. Ça peut être ça. Voilà, donc bien sûr, vous le faites pas à chaque fois et vous le faites si une émotion est centrale. Et pourquoi là, dans le cas où je vous ai donné l'exemple, l'émotion était centrale, quand je dis que le personnage était en colère, bah parce que dans la scène qui suit, dans la scène qui suit cette petite narration, dans la scène qui suit, il va falloir montrer pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé dans cette situation de colère. Parce que vous avez passé des chapitres et des chapitres à montrer que c'était quelqu'un de calme. Donc faites attention. Il faut que ce soit bien construit comme ça et il faut que ça ait un but particulier. Là, en l'occurrence, c'était un but de teasing. Voilà. Voilà. Quand vous le dites, bien sûr, c'est il eut honte, là, dans l'exemple. Si on voulait le montrer, c'est il évita son regard, il répondit trop vite, il quitta la pièce avant la fin de la phrase. Si vous montrez l'émotion rapidement et ensuite vous voulez la montrer dans une scène, ça marche beaucoup moins que si vous la dites là, pour, euh, pour l'objectif précis de ce cas-là, hein, bien sûr. Si vous montrez l'émotion, il faut que ce soit une émotion importante dans votre intrigue. Il faut que ce soit une émotion dans laquelle le personnage, après avoir vécu la scène de cette émotion, il y a une décision qui soit prise, il y a une conséquence de cet état-là, une conséquence de cette transformation. C'est seulement là que c'est intéressant. Voilà, voilà. Est-ce que c'est clair? Parce que celui-là, il est un peu moins simple que les autres. Est-ce qu'on peut dire que la narration repose le lecteur? Oui, 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 Sophie. La narration, ça empêche justement que le lecteur se fatigue. Parce dans une scène, votre lecteur est vraiment investi émotionnellement. Pourquoi? Parce que c'est dans les scènes qu'on transmet de l'émotion. C'est dans les scènes qu'on utilise euh, les sens. C'est dans les scènes qu'on utilise tout un tas de micro-actions pour que le lecteur se plonge dans la scène. Si vous écrivez uniquement des scènes, votre lecteur va se fatiguer. Donc, c'était une bonne question et tu l'as bien deviné. Alors, super. Là, on a, on a. Alors, Laure, ta question, c'est est-ce que dans ce cas, tu telles et ensuite tu chauffes? Tu parles de quoi précisément? Dire une émotion avant d'un autre. Oui, c'était le cas 5, Talila. C'est juste, je ne l'ai pas écrit, mais c'est bien le cas 5, oui. Ah, l'exemple, il eut honte. Oui, si vous le dites, là, si vous le dites, mais qu'ensuite vous n'écrivez pas la scène, bah du coup, là, vous risquerez bah déjà, le lecteur va se dire, OK, il a eu honte, je comprends en théorie, mais du coup, pourquoi est-ce qu'elle me dit ça? Il faut qu'il y ait quelque chose après. Si vous envoyez votre manuscrit à un éditeur, il risque de vous dire, ah bah là, tu l'as dit, mais il faut la faire vivre au lecteur, si c'est important. Et si c'est pas important, bah fallait pas le dire. Enfin, faut l'enlever. Donc, faut faire attention comment on joue avec les deux. Oui, et toujours dans cet ordre-là. Parce que ça sert à rien, une fois que tu as fait vivre la scène de la colère ou de la honte, de dire après, il eut honte. Là, c'est un doublon. Le lecteur, il se dit, mais je comprends pas pourquoi elle me le redit, alors que elle me l'a dit dans toute une scène, sur 4 pages. Et là, elle me dit, il eut honte. Voilà. Donc, c'est vraiment avant, pour que ça serve un peu de teasing. Et parce que le lecteur va se dire, oh, c'est étonnant cette émotion chez ce lecteur-là, chez ce personnage-là. Attention, si tu dis ça d'une émotion
Sur un personnage qui est souvent dans cette émotion, ça fait pas cet effet-là. Voilà, voilà. Alors, Sophie, est-ce qu'il y a un bon délai? Non? Je dirais que plus tu peux te permettre de faire attendre le lecteur alors qu'il est dans le teasing et qu'il tourne les pages, c'est bien. Mais si tu as peur de trop, si tu traînes trop, bah, il oublie cet effet-là. Bah, du coup, il faut le faire assez tôt. Tu peux mettre cette scène-là juste après, en fait. Ça fonctionne aussi avec la scène juste après. Ou alors deux scènes plus loin, deux, trois scènes plus loin. Au-delà, le lecteur est passé à autre chose. Parce que quand il va lire, il eut honte, même si c'est une émotion qui est différente de ce que le personnage a l'habitude de ressentir, bah, il eut honte et son cerveau comprend, mais il ressent pas. Et du coup, il risque d'oublier beaucoup plus vite que dans une scène. Donc voilà. Oui, voilà, Talila, c'est ça. Dans le cas numéro 5, vous dites, mais après, il faut le montrer par une scène. Si vous le dites tout seul, ça fait pas l'effet et au contraire, ça fait un peu comme un auteur amateur qui a fait une petite erreur ou qui a pas vu qu'il valait mieux montrer cette scène. Voilà. Oui, tu peux faire ça, Laura. On peut mettre le tel dans un chapitre et le. Enfin, non. Enfin, techniquement, on peut le faire parce qu'en fait, les chapitres, en réalité, c'est une découpe plutôt visuelle. Donc, techniquement, tu peux le faire. Mais vaut mieux le mettre. Vaut... Non, tu peux le faire. Tu peux le faire en réalité. Tu peux le faire. Dans les deux cas, ça fonctionne. Parce que si tu termines un chapitre en disant, il n'avait jamais été aussi en colère de toute sa vie, ou il n'avait jamais eu aussi honte de toute sa vie, et hop là, tu clores le chapitre là-dessus, et tu commences l'autre chapitre avec une scène qui parle même d'un autre personnage, bah t'as encore cet effet de teasing. Et si c'est dans le même chapitre, c'est OK aussi. Voilà pour les 5 cas que je vous ai exposés aujourd'hui. Bien sûr, hein, ce n'est pas exhaustif. Et plus vous allez vous améliorer, et plus vous allez avancer dans votre carrière d'auteur, et plus vous allez pouvoir jouer avec ces scènes. Vous allez même pouvoir trouver des règles qui vous sont propres et qui fonctionnent bien pour vous. Mais si vous en êtes à votre premier roman, vraiment, essayez d'appliquer les règles. Parce que il y a déjà tout le reste qui est assez, qui peut paraître difficile, tout le reste. Déjà, juste terminer son premier jet. Du coup, si on commence en plus à jouer avec des règles qu'on commence à peine à maîtriser, ça devient difficile. Mais si c'est très très simple pour vous et que quand je vous parle de toutes ces règles et quand vous vous formez et quand vous apprenez toutes les règles, elles font vraiment un peu comme le même là, le personnage de, je sais plus comment s'appelle le film, mais avec les trucs mathématiques là et sa grosse tête au milieu. Si pour vous tout devient clair et ça défile et vous êtes jamais bloqué, vous pouvez essayer. Mais vraiment un conseil, si c'est votre premier roman, faites attention. Voilà, donc pour résumer, ce qu'il ne faut jamais raconter. Ça, il faut vraiment. Non, c'est pas Dr. Stone, c'est vraiment le film américain un peu lourd là qui fait rire, c'est Very Bad Trip. Voilà, avec le frère de la mariée, je crois, qui est un peu niais, mais qui est bon en maths, ou alors c'est juste le même qui l'a rendu bon en maths, je sais plus. Voilà, donc si vous voulez, pour vous aider. Alors, quand j'utilise des mots comme jamais, en réalité, ça veut dire dans la grande majorité des cas, pour un auteur débutant. Bien sûr, vous pouvez trouver des contre... Et ça me fait rire parce que des fois, quand je poste des choses comme ça sur Instagram, et, euh, sur Instagram, quand je vous poste un carrousel pour donner des conseils, souvent, ça vient d'un conseil que j'ai donné quelques jours avant à quelqu'un que j'accompagnais. Et du coup, je parle vraiment sur Instagram comme si je lui parlais à cette personne-là. Et bien sûr, tous les conseils, enfin, il n'y a aucun conseil qui est absolu. Et on peut jouer avec toutes les règles, et même en langue française, on peut trouver toujours des contre-exemples sur tout. Il y a toujours des exceptions. Du coup, ça me fait un peu rire des fois quand je vois des personnes qui sont sur le truc et qui donnent le contre-exemple. Et j'ai envie de leur dire, mais oui, vous avez raison, et je suis sûre qu'il y en a d'autres et tout. Mais faut se souvenir que quand on veut aider des personnes à avancer dans l'écriture d'un roman, on donne souvent des conseils pour aider le plus grand nombre. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, il y a des cas où ça ne fonctionne pas. Il y a à un moment donné, vous allez pouvoir même inventer votre propre style et faire des choses qui vous sont propres. Vous allez pouvoir prendre plus de liberté une fois que vous aurez une base fan de personnes.
une fanbase, pardon, de personnes qui aiment qui ont déjà lu plusieurs de vos romans, qui vous suivent et qui achèteront vos prochains romans, juste parce que ils savent que euh, ils ont bien aimé les précédents. Et là, vous pourrez vous permettre d'être beaucoup plus libre. Voilà. Donc quand je dis il ne faut jamais raconter, voilà, ça veut juste dire que dans la très grande majorité des cas, ça fonctionne. Et encore plus quand vous écrivez votre premier roman, essayez de le prendre comme une règle pour vous aider. Voilà. Donc, quand votre personnage prend une décision majeure, ne racontez pas. Faites vivre la scène dans laquelle il va prendre, qui montre pourquoi il a pris cette décision et justement quelle est cette décision qu'il a prise. Si vous racontez une scène de trahison, euh, racontez cette scène-là. Sauf peut-être, par exemple, quand vous voulez, quand c'est un personnage qui n'est pas principal, ou même si c'est un personnage principal aussi, ça fonctionne, quand il trahit un autre personnage, mais que c'est pas lui que vous suivez dans la trahison, c'est juste l'autre personnage qui est naïf et qui avance comme si le deuxième personnage était son allié, et à un moment, il se retrouve devant le fait accompli, où il pense que son ami va l'aider, et en fait, là, il se rend compte que son ami se range du côté des méchants. Et là, il comprend qu'il a été trahi. Si vous voulez raconter ça dans ce sens-là, bah du coup, et surprendre le lecteur et vraiment faire un effet oh, waouh, je m'attendais pas à ça. Donc, bien sûr, vous n'allez pas raconter la scène où votre deuxième personnage a fait un deal avec les méchants pour trahir son ami. Ça, c'est hein, pour ceux qui ont regardé la série The Walking Dead. Alors, et pour ceux qui ont regardé la bonne saison, parce qu'il y a tellement de saisons dedans qu'on peut. Alors, et là, je pense que je vais spoiler personne parce que ça fait partie des anciennes. Quand, vous vous souvenez de Negan, le fameux Negan, le grand méchant de je sais plus quelle saison, ce fameux méchant-là. La saison où ils se battent contre Negan et ils font que échouer, et Negan est méchant et violent et il a tué Glenn. On se souvient tous de quand il a tué Glenn, pour ceux qui ont regardé la série. À un moment donné, les gentils s'assemblent et après avoir fait mille et une choses, mille et une étapes micro-conflits qu'ils ont réussi, ils arrivent au dernier moment où normalement ils sont censés anéantir ce Negan. Non, c'est pas grave, Laure, si tu l'as pas regardé. Et en fait, dans cette scène où on pense, parce que on la voit du côté du lecteur, donc l'équivalent d'un roman, c'est vous suivez les personnages principaux. Du coup, on les suit en train d'avoir des armes pour se défendre, en train de faire des alliances avec d'autres villes, enfin d'autres groupes humains pour être le bon nombre. Donc avoir les bonnes armes, être le bon nombre. On les voit comment ils construisent un plan d'attaque au bon endroit. Et on arrive, on les voit, hein, le lecteur, donc il les voit, le lecteur ou le spectateur les voit se préparer. Et on les voit se préparer après avoir subi toutes les atrocités de ce grand méchant. Et on arrive à la fameuse scène finale où, non, je sais pas Céline, mais c'est quand Negan dit a goddamn tiger et il y a un tigre qui vient de nulle part. C'est dans cette scène-là. Je sais plus quelle saison. Mais en tout cas, on arrive à la scène de la bataille finale et le lecteur, enfin le spectateur ne fait que attendre cette scène parce qu'il a vu toutes les préparations. Et il est conscient de tous les enjeux. Parce qu'à chaque fois, s'il rate, en fait, ils vont tous mourir. Et là, ils commencent à affronter le méchant. Ils commencent enfin, on voit que leur plan se déroule très bien, que ce qu'ils ont mis en place, ça commence à fonctionner. Et là, d'un coup, le dernier ingrédient, c'était un groupe d'alliés qui était censé venir les rejoindre pour les aider à tuer ce méchant Negan et son équipe. Et là, on voit ce groupe se ranger du côté des méchants Negan. Et là, on voit la trahison. Et là, ça fait un effet. Oh, alors, pas waouh, spectaculaire, mais waouh. Oh mon Dieu, c'est fini, ils vont tous mourir chez le lecteur. Et ça peut faire cet effet-là uniquement parce qu'on n'a pas vu la scène de trahison où ils ont fait euh, un deal, euh, un deal pour tromper les personnages qu'on suit depuis le début. Et ça nous fait cet effet de trahison parce qu'en tant que spectateur, mais c'est pareil pour un roman, on a eu toutes ces scènes d'exposition où on a vu les personnages se préparer. Et si vous aviez mis en parallèle à un moment donné, entre deux scènes de préparation,
la scène où il y a eu la trahison, bah du coup, vous n'aurez pas pu avoir l'effet waouh, parce que tous les lecteurs, ils savent que à la fin, ça va pas fonctionner parce que quelqu'un va les trahir. Vous voyez? Voilà, donc ça, c'était un exemple pour la trahison. Ne racontez jamais une déclaration d'amour. Jamais, jamais, jamais. Alors surtout, encore plus, encore moins dans les romances. Pourquoi? Parce que c'est l'objet de la romance presque. C'est une des scènes que tout le monde attend dans une romance. Il y a deux, trois, quatre scènes que les gens attendent dans une romance. Bah, les déclarations d'amour, c'est une des plus grosses. Donc si vous la racontez, au lieu de la montrer dans une scène, là, votre lecteur va être déçu. Pareil, une révélation. Et plus la révélation est importante, et plus elle a d'enjeux, bah, plus il faut la montrer dans une scène. Et pareil, ça quelqu'un en avait parlé tout à l'heure, quand vous faites une bascule intérieure de votre lecteur, pardon, de votre personnage, quand votre personnage comprend quelque chose et ça change tout pour lui, il faut le montrer en scène. Et du coup, là, on va voir ce qu'il faut toujours, mais pareil, j'ai mis des guillemets, toujours montrer. Attendez, je crois que j'ai fait un petit truc. Ah oui, pardon, c'est pas qu'il ne faut pas montrer, c'est qu'il faut jamais raconter. C'est ça, la slide est bonne. Ne racontez jamais une décision majeure, une trahison, une déclaration d'amour, une révélation, une bascule intérieure. Il faut les montrer, voilà. Donc si vous regardez votre texte, les passages que vous avez déjà écrits, et vous vous apercevez que vous avez raconté un de ces événements-là, bah, surlignez-le et notez à créer une scène pour le montrer. Voilà. Et là, les scènes que vous pouvez d'office montrer à chaque fois, une décision irréversible de votre personnage, un conflit. Les conflits, ça se montre dans les scènes. D'ailleurs, c'était ce qu'on avait vu il y a une semaine. Dans ce qu'il faut de base dans une scène, il faut toujours qu'il y ait un conflit. Les confrontations, montrez-les, les pertes et surtout les transformations de votre personnage. Tout ce qui transforme doit être incarné et on peut incarner dans une scène. On n'incarne pas quand on raconte. Voilà, voilà pour ce que vous ne devez jamais raconter et donc que vous devez montrer et ce que vous devez toujours montrer. En fait, ces deux slides, c'est la même chose, c'est juste que le titre est un peu différent. Mais tous ces éléments-là, il faut les montrer. Voilà. Du coup, pour terminer, je tiens à vous préciser certaines choses. Tout ce que je vous ai donné comme conseil, il faut faire attention. Quand vous êtes en train d'écrire votre premier jet, vous pouvez vous permettre de raconter des choses que vous allez plus tard transformer en scène. Ne vous obligez pas à montrer toutes les scènes parce que c'est difficile des fois de montrer la scène. Des fois, on est inspiré, on visualise la scène, on l'écrit, et des fois, on n'arrive pas à la visualiser. Mais on sait qu'on doit donner cette information, et peut-être qu'on arrive à visualiser deux, trois éléments plus loin, mais ici, on n'arrive pas à le visualiser. Et des fois, dans le premier jet, c'est OK d'écrire révélation d'amour. Et après, vous passez à la suite. Vous voyez? Pour un premier jet, c'est OK. Le but du premier jet, c'est vraiment de poser toutes vos idées, d'écrire quand vous êtes inspiré, bah, vous écrivez la scène. Quand vous l'êtes pas, bah, mais que vous savez que vous allez parler de ce sujet, bah, vous notez juste scène de déclaration d'amour ou scène de grosse révélation ou scène de dispute. Et après, vous continuez d'avancer. Pourquoi? Parce que quand vous essayez de tout écrire en scène, enfin, d'écrire ce qu'il faut être raconté en scène, mais que vous n'êtes pas inspiré, bah, des fois, ça vous bloque. Donc, essayez au maximum de ne pas être bloqué parce que la réécriture sert à ça. Quand vous allez revenir sur votre texte, là, quand vous êtes en phase de réécriture, normalement, vous avez écrit tous vos arcs, toutes vos intrigues, pardon. Et une fois que vous avez terminé votre premier jet, vous savez ce qui est prioritaire par rapport à un autre. Alors que quand vous êtes en plein milieu de l'écriture du premier jet, bah, des fois, vous partez dans une direction et vous vous dites, moi, je veux raconter une histoire amicale, et à un moment, ça se transforme en histoire de trahison, ou en histoire d'amour, ou en enquête policière. C'est que à la fin, quand vous aurez terminé votre premier jet, que vous allez savoir, ok, en fait, je voulais raconter une enquête policière, mais c'est la romance qui a pris le dessus. Bah, du coup, ce que vous racontez, c'est plus une romance sur fond de décor, de contexte, d'intrigue policière. Et du coup, une fois que vous avez l'intrigue principale, vous savez que tout ce qui vient transformer, tout ce qui vient impacter, tout ce qui change des choses dans cette partie-là, il va falloir le transformer en scène. Et donc, du coup, quand vous reviendrez sur votre premier jet, vous allez pouvoir dire, ah bah ça, je l'avais raconté parce que je pensais que c'était pas important au moment où je l'ai écrit dans mon premier jet. Mais en fait, maintenant, vu que ça touche à l'intrigue principale, bah, je vais devoir le créer en scène.
Mais du coup, quand vous êtes dans votre premier jet et que vous n'avez pas encore toutes ces datas et que vous ne savez pas encore, vous n'avez pas encore tranché entre ce qui était le plus important et que vous vous obligez à écrire des scènes dans tous les sens, bah, ça peut vite vous fatiguer. Voilà, donc essayez de retenir ça. Donc, dire et montrer, tout ce que je vous ai montré là dans cette présentation, c'est c'est une grille de décision pour quelqu'un qui sait, qui a terminé son premier jet et qui sait faire la différence entre ce qui est important ou non dans son histoire, ce qui est important ou non dans un arc. Et ben là, une fois qu'on sait ce qui est important ou non, là, c'est facile de dire, bah ça je montre, ça je dis, ça je montre, ça je dis, bah ça je l'ai dit, mais en fait fallait le montrer, ou ça je l'ai montré, mais en fait j'aurais pu juste le dire parce qu'au final, ça appartient pas à un arc principal. Voilà. Euh, mais retenez vraiment ce principe, même quand vous êtes en train d'écrire votre premier jet. Montrez ce qui transforme et racontez ce qui va relier tout ça. Voilà, donc dites-moi si vous avez des questions. Et moi, je crois que j'ai fini. Ah oui. Ah oui, pour ceux qui veulent aller plus loin et qui sont au stade en train d'écrire leur premier jet, alors les membres d'Arcania, vous n'êtes pas concernés, vous avez déjà tout ça, vous. Mais pour tous les autres qui ne sont pas dans Arcania, je vous ai créé un petit produit, alors un produit complet pour écrire votre premier jet, mais avec un mini prix pour pouvoir vraiment réaliser cette étape du premier jet, mais de manière structurée, guidée, et surtout qui vous empêche de vous éparpiller et qui vous fait gagner énormément de temps. Je vous enverrai les infos par mail. Je crois que je sais pas. Ah oui, voilà, j'ai juste mis là. C'est des formations vraiment de l'idée jusqu'à l'écriture du premier jet et la revérification des écrits du premier jet pour arriver à un premier jet, un premier brouillon bien construit, bien structuré, qui va vous permettre d'aborder la phase après de réécriture de la meilleure des manières. Donc, je vous enverrai les informations par mail et après, on passe aux questions. Pour pouvoir s'inscrire, donc, c'est une formation que vous allez pouvoir suivre tout seul dans votre coin, à votre rythme, en suivant les vidéos étape par étape. Les inscriptions sont ouvertes dès ce soir quand je vous enverrai le mail et elles se clôtureront le 22 février. Et vous aurez aussi un groupe d'écriture avec toutes les personnes qui se sont inscrites avec vous pour pouvoir échanger et avancer ensemble et être sûr de terminer votre premier jet pour vraiment attaquer l'étape la plus intéressante qui est la réécriture. Celle justement où vous allez travailler des scènes, plutôt montrer des choses plutôt que de les dire. Enfin voilà. Donc, ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment se concentrer sur le premier jet. Voilà, donc, et pour tous les autres, dites-moi, donc si vous avez des questions sur euh, montrer, pardon, ou dire à quel moment, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que ça marche pour votre idée d'histoire? Là, s'il fallait ressortir avec une information importante, c'est on arrive à trancher beaucoup plus ce qu'on doit montrer et ce qu'on doit raconter une fois qu'on a terminé son premier jet et qu'on sait, parmi tout ce qu'on a écrit, quelles sont les intrigues et les arcs qui sont importants et prioritaires par rapport à d'autres? Parce que ça impacte directement la présence de scènes ou la présence de passages où on raconte. Voilà. Donc pour résumer, 5 cas principaux où on raconte. Quand il y a du temps qui se passe, mais qu'il n'y a pas de conflit qui se passe à l'intérieur de ce temps-là, vous sautez. 3 scènes plus tard, 3 mois plus tard. Alors, bien sûr, vous sautez pas sans mettre cette information temporelle, sinon le lecteur va être perdu. Vous allez vous couper une scène, puis vous passez à la scène suivante, mais la scène suivante s'est passée 5 mois après. Mais si vous mettez pas cette phrase 5 mois plus tard ou à la fin de l'été, après la rentrée scolaire, bah, le lecteur va avoir l'impression de reprendre directement après la fin de la scène précédente. Et du coup, il va pas comprendre ce qui se passe. Enfin, il va pas comprendre ce qui s'est passé en 5 mois. Voilà. Donc ça, c'est pour le cas numéro un. Ensuite, les trajets, les déplacements. Si les trajets et les déplacements ne sont pas importants, dans le sens pas important, bah, du coup, c'est en fonction de est-ce que ce trajet, c'est dans l'intrigue principale et du coup, votre personnage va avoir une réflexion interne qui va le transformer? Ou est-ce que c'est juste un trajet d'un déplacement, d'un arc secondaire? Bah là, c'est pas pareil. Mais dans tous les cas, donc les trajets qui ne sont pas intéressants, vous les sautez. Vous pouvez dire, à la fin de leur voyage, ils arrivaient dans cette nouvelle cité épuisés. Vous pouvez, donc ça c'était le cas numéro 2. Cas numéro 3, c'était les détails inutiles.
Les détails sans tension. Il me semble que c'était ça. Les routines, pardon. Les routines. Les routines, quand est-ce que ça devient une routine? Une routine, c'est quand vous avez montré une action, un groupe d'actions, et que vous la montrez pour la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième fois. Là, ça devient une routine, et là, il faut raconter. Ensuite, quand les détails qui ne sont pas importants, pareil, vous pouvez toutes et tous raconter la même histoire, mais en fonction de la hiérarchie de vos arcs narratifs, bah, certains éléments vont être importants pour certaines d'entre vous et pas du tout importants pour d'autres. Donc faites attention. Une information n'est pas intrinsèquement importante, de par sa nature. Pas du tout. C'est ce que vous en faites, vous, dans votre histoire. Et donc, les détails qui ne sont pas importants, et donc c'est propre à chacune de vos histoires, bah là, mieux vaut les raconter plutôt que de les montrer. Et donc après, le cas numéro 5, c'était pour un niveau un peu plus avancé. Ok, vous racontez une émotion, mais très rapidement, sous forme, parce qu'en fait, vous êtes en train de teaser le lecteur et vous allez lui montrer plus tard. Et c'est du teasing seulement si cette émotion est différente et inhabituelle. Voilà, voilà. Donc dites-moi si vous avez des questions. Autrement, je vais vous laisser continuez d'écrire avec toutes ces nouvelles informations que vous avez eues. Et vraiment, dernière information cruciale, je vous enverrai le replay par mail et je vous enverrai donc le lien pour s'inscrire à cette formation pour finir son premier jet pour ceux qui ont envie de terminer leur premier jet. Mais s'il fallait retenir une seule information, c'est faut pas montrer tous les éléments de votre histoire et faut pas tout raconter. Et vraiment, les meilleures histoires, c'est celles où les auteurs racontent quand il faut raconter et montrent quand il faut montrer. Voilà. Donc, je vous invite à... Ah oui, pardon, non. L'autre élément qu'il fallait retenir, c'est OK pour un premier jet de raconter des choses que vous allez finir par montrer. C'est OK. Ne vous mettez pas la pression. Le premier jet, le but, c'est de terminer le plus rapidement possible pour passer à la phase de réécriture. Et pourquoi est-ce qu'il faut terminer un premier jet sans être bloqué le plus rapidement possible? Bah, c'est parce que c'est seulement quand vous aurez terminé votre premier jet que vous aurez l'intégralité des informations dans votre histoire. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir mettre une hiérarchie. Et donc, avoir de bonnes bases pour choisir et sélectionner ce qu'on doit montrer et ce qu'on doit raconter. Voilà. Donc, j'ai un atelier la semaine prochaine et ce sera justement sur le show don't tell, sur le contraire. Quand est-ce qu'on montre? Voilà. Donc, même heure, dimanche prochain, les inscriptions, j'enverrai le lien pour s'inscrire à partir de demain, je pense. Donc, voilà. Très bon dimanche et bonne écriture pour ceux qui vont se servir là de tout ce qu'on a vu aujourd'hui pour améliorer leur texte. À bientôt! Ah oui, Nathalie, la formation dure combien de temps? Elle dure autant que tu veux. Tu as accès aux vidéos à vie et tu les suis à ton rythme. Mais en suivant ces vidéos, il y en a qui terminent l'écriture de leur premier jet en 3 4 mois et il y en a qui ont un emploi du temps beaucoup plus chargé ou alors une histoire encore plus complexe et bah, ça prend beaucoup plus de temps, par exemple 6 7 mois. C'est vraiment, des fois ça peut prendre 12 mois, mais c'est OK. Chacun suit à son rythme. Justement, elle est créée spécifiquement pour que chaque personne puisse suivre à son rythme et prendre le temps de construire la meilleure histoire qu'il veut et d'être sûr de ne pas rater certaines de ses idées et surtout d'arriver au moment où on les clarifie, on les classe, on les hiérarchise et on a toutes les infos pour bien choisir après. Voilà, voilà, voilà. Oui, Florence, je t'ai envoyé un message par mail il y a 1 ou 2 semaines. Regarde si c'est pas arrivé dans tes spams. Sinon, envoie-moi un message sur Instagram. Top, oui, Florence, on t'a envoyé un message sur un mail avec l'adresse contact@écrit avec Nitam sur ce sujet. N'hésite pas à le regarder. Je t'en prie, Sandrine. Bon dimanche, Nathalie. Top, top, top. Bon, moi, j'ai répondu à toutes les questions. Je t'en prie, Florence. Voilà, oui, Florence. Donc là, je vais arrêter l'enregistrement parce que ce ne sera pas intéressant pour les personnes qui le regardent en replay. Oui, du coup, Florence, regarde dans tes mails. On l'a envoyé il y a moins de 10 jours, il me semble. Ça peut être dans les spams, peut-être, des fois. Et sur Instagram aussi, on t'a répondu. Donc, n'hésite pas à nous redire si tu l'as ou pas. Et voilà. Super. On se tient au courant. Allez, très bon dimanche à tout le monde et puis au plaisir de vous revoir sur Instagram dans les commentaires ou en réponse de mail dans la newsletter. Pour tous les membres Arcania, à très vite. On a bientôt un coaching, je crois, de groupe ou à la prochaine bulle d'écriture.
Et puis, ah oui, Fanny, comment fonctionne le groupe d'écriture? En fait, tu vas avoir accès à un groupe WhatsApp avec toutes les personnes qui écrivent leur premier jet en même temps que toi, ceux qui vont s'inscrire à la même période, mais tu auras aussi accès à ce qu'on appelle les bulles d'écriture. C'est 3 moments dans la semaine où on écrit tous en groupe, chacun de notre côté, mais tous connectés au même endroit pour avancer sur notre roman. Donc, tu as ces deux éléments-là, et je vous expliquerai bien sûr tout par mail avec tous les détails. Voilà, voilà, si vous n'avez plus de questions. Mais vous pourrez aussi m'envoyer des questions en réponse du mail que je vous enverrai. Et puis pour tous ceux qui regarderont en replay, n'hésitez pas aussi à me poser des questions vu que vous n'avez pas pu les poser en direct. À bientôt!